Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Culte au Rama, édition de la semaine du 31 janvier au 6 février 2016. Deuxième épisode que vous ai préparé cette semaine. Encore une fois cette semaine, on va parler de 4 films. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous parler du film Le Revenant, et c'est ce que je vais faire cette semaine. Le film Le Revenant qui vient tout juste de sortir en salle. Le Revenant, un film de 2015 de Alejandro González Iñárritu, un film qui est en ce moment en tête et un des favoris pour remporter l'Oscar du meilleur film cette année. Mais on va également parler de 3 autres films aujourd'hui. Des films assez légers, je vous dirais. On va parler du film Take Me Home Tonight, un film de 2011 de Michael Dowsey, et le film About Time, une comédie romantique de 2013 de Richard Curtis. Et on va terminer ça avec l'obscur et très obscur film Expect No Mercy, un film d'action de 1995 réalisé par Zale Dallin. Ensuite de ça, on va parler de quelques nouvelles d'actualité dans le monde du cinéma et je vais vous parler du trailer du film Angry Bird qui est sorti cette semaine. Et ensuite de ça, on devrait en avoir pour un bon épisode rendu là. L'épisode de la semaine dernière a fait 1 heure et plus, un petit peu plus. Je sais pas le temps que ça va durer cette semaine, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à dire sur le premier film, donc on va parler, qui est le film en vedette cette semaine, Le Revenant. Donc on va commencer immédiatement, si vous le voulez bien. Donc, Le Revenant, un film d'Alejandro González Iñárritu. Iñárritu a fait l'année dernière le film qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Il a fait Birdman. Cette fois-ci, il va dans un autre genre totalement. Birdman était une espèce de comédie dramatique, un égo-portrait un peu d'un personnage complètement perturbé. Cette fois-ci, avec Le Revenant, c'est une autre histoire. On est dans les années 1800. Est-ce qu'on est dans les années 1800? On est dans les années 1800, durant la colonisation. Et puis, une bande d'Américains sont en train de rapatrier des fourrures qu'ils veulent aller revendre. Et ils sont guidés par Hugh Glass, qui est un homme de frontière, quelqu'un qui guide les gens qui travaillent dans la forêt pour bien les mener sans qu'ils se perdent et meurent en chemin. Et puis Hugh Glass et son expédition sont attaqués par une bande d'Amérindiens qui les charcutent presque en totalité. Et puis un des groupes, le groupe de survivants, s'enfuit en bateau. Ils décident de quitter ensuite pour s'enfuir par la terre parce qu'en bateau c'était trop dangereux. Et le personnage de Hugh Glass, qui est joué par Leonardo DiCaprio, est un homme qui était marié à une Amérindienne qui est morte. Il a eu un fils qu'il a toujours avec lui et qui l'aide dans ses expéditions. Hugh Glass essaie de trouver un chemin pour aider les hommes à s'enfuir. Il se fait attaquer par un ours. Une attaque qui, pour 99% de la population, serait fatale. Mais Hugh Glass résiste et survit tant bien que mal, même s'il est charcuté vraiment de partout. L'expédition se rend compte que c'est pas viable de ramener Hugh Glass avec eux. Puis il faut qu'ils l'enterrent puis attendent avec lui qu'il meure. Donc le chef d'expédition demande à 2 personnes, ainsi que le fils de Hugh Glass, de rester avec lui et d'attendre qu'il meure, de l'enterrer. Et puis toutes les personnes qui vont rester vont avoir une prime. Donc 2 personnes acceptent, dont celui qui voulait immédiatement l'éliminer. Donc là, je pense que vous vous doutez un petit peu ce qui va se passer. Ce personnage-là, qui est joué par Tom Hardy, détestable au possible, va tout faire pour le convaincre de l'abandonner. Et en le manipulant, va essayer de pousser Hugh Glass à accepter sa mort. Chose qu'il va pas faire parce que Hugh Glass va résister. Et lui, complètement à bout de nerfs, va tout faire pour l'éliminer. Son fils va essayer de s'en mêler. Et devant les yeux de Hugh Glass, le personnage de Tom Hardy va le poignarder à mort. Et va le laisser pour mort dans le trou qu'il avait creusé pour son cadavre. Fitzgerald, c'est ça, c'est le nom du personnage de Tom Hardy, Fitzgerald. Donc Fitzgerald va se sauver avec la personne qui était avec lui. Le fils de Hugh Glass est mort. Et Hugh Glass s'en sort. Il réussit par lui-même à soigner ses blessures,
à reprendre force de ses jambes et de sa voix pour parler, et va tout faire pour retrouver Fitzgerald, celui qui a tué son fils, pour l'éliminer. Puis en gros, c'est absolument toute l'histoire, même si c'est légèrement complexe à décrire un peu le twist. Mais tout ce que le personnage de Hugh Glass va faire durant tout le film, c'est de survivre pour se rendre à Fitzgerald puis l'éliminer. Donc, voilà. Le Revenant est un film qui est extrêmement ambitieux. Un film de 2h37 environ. Comme j'ai dit, favori pour les Oscars, là, avec des nominations en perte de vue. Leonardo DiCaprio, meilleure réalisation pour Inarritu, meilleur rôle de soutien pour Tom Hardy, meilleur film en général. Donc, c'est un film qui est non seulement extrêmement ambitieux par la portée qu'il espère avoir, mais c'est un film qui a une esthétique complètement coupée le souffle. Définitivement le plus beau film que j'ai vu dans l'année 2015. Définitivement le plus beau film de 2015. Rarement j'ai vu un film qui utilisait aussi bien l'extérieur. Je veux dire, les plans sont à couper le souffle. On a presque l'impression que c'est pas vrai, que ça peut pas être ça, comme tellement les paysages sont majestueux, magnifiques. Souvent, Inarritu va filmer pour faire en sorte que l'homme paraît extrêmement petit dans toute cette nature-là. Puis je pense que c'est un des éléments qui est très intéressant de son film. Il fait paraître l'être humain comme un petit grain de poussière dans toute cette nature-là dangereuse qui l'attaque constamment. Un point qui est vraiment à noter par rapport au Revenant, c'est que l'éclairage est complètement naturel. Donc, sauf une scène avec un feu de camp, toutes les scènes ont été filmées à l'éclairage naturel. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec cette notion-là, faites-vous-en pas, là. C'est seulement que c'est extrêmement dur de filmer à l'éclairage naturel. Le rendement est souvent très très beau, sauf que pour éclairer, pour faire un beau film, ça prend un éclairage parfait. Et la réalité, c'est que l'éclairage naturel, pour tout dépendant de c'est quoi qu'on veut filmer, ben c'est souvent entre 1h et 45 minutes par jour. Et c'est exactement ce que ça a pris pour Le Revenant. Le film a été tourné de 1h à 45 minutes par jour, tous les jours pendant une longue série de temps. Donc, d'un côté, ça fait un film qui a l'air extrêmement naturel, qui est magnifique. Puis ça montre aussi à quel point ce film-là a été fait avec beaucoup de rigueur. On a vraiment toutes les... comment je dirais ça? Les traits de marque de Inarritu. Donc des plans séquences qui sont extrêmement longs. On en voit deux, là. Les deux les plus notables, selon moi, c'est définitivement les deux scènes les plus fortes du film. Mais que je vais vous parler un petit peu plus loin. Niveau des performances, on parle beaucoup de la performance de Leonardo DiCaprio, dont je vais revenir un petit peu plus tard. Sauf que pour moi, c'est évident que la personne qui vole le plus la vedette dans ce film-là, c'est clairement Tom Hardy. D'abord parce que je le trouvais complètement méconnaissable au début. Je me disais, c'est lui, ça c'est Tom Hardy. Il ne ressemble pas du tout que ce qu'il fait dans ses rôles habituels. Ils l'ont vraiment enlaidi. Il a un scalp sur la tête et il est affreux. Et puis, c'est vraiment là, un personnage de méchant. Un personnage dont on ne sort absolument rien de positif durant tout le film. Tout ce que ce personnage sort de lui, c'est méchant, c'est égoïste, c'est un assassin, ce personnage-là, c'est un salopard, c'est quelqu'un qui a absolument rien dans la vie, donc tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Et puis, je peux vous dire que d'un côté, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement fort parce qu'il est merveilleusement bien joué. D'un côté, je trouve que c'est un personnage qui est tellement méchant pour être méchant que c'en est presque plus vraiment un personnage, c'en est plus un symbole de quelque chose qu'un personnage en tant que tel. C'est vraiment un archétype même du méchant. Puis c'est le genre de méchant pas nécessairement caricatural. C'est un méchant qui est simplement constamment dans le négatif. Puis dans un film qui est déjà extrêmement négatif, il devient vraiment, vraiment, vraiment détestable. Puis je pense que ce côté-là a été très, très, très bien joué par Inarritu dans son scénario. Donc, selon moi, dans Le Revenant, il y a deux scènes extrêmement fortes. D'abord, c'est la scène d'ouverture, qui pour moi est complètement à couper le souffle. Celle où on assiste à une attaque d'Amérindiens. Honnêtement, c'est certainement parmi les scènes d'action les plus impressionnantes que j'ai jamais vues filmer de ma vie. C'est très, 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 très bon. Puis c'est mis en scène avec énormément de rigueur, là. Donc, on voit des personnages qui, à tout bout de champ, reçoivent des flèches par la gorge. Il y a de l'action qui est de tous les côtés.
Parfois, la caméra va en haut pour nous montrer des Indiens qui sont cachés dans les arbres. Parfois, la caméra va se permettre de tourner pour nous montrer à quel point l'action est vive, l'action va dans tous les sens. Selon moi, c'est une scène absolument fantastique. Puis en plus de ça, il n'y a pratiquement aucune coupe dans cette scène-là. C'est de la grande, grande, grande mise en scène. Puis ça a dû prendre un temps fou de tout mettre ça en place. Parce que, par exemple, je sais que certains en ont peut-être déjà entendu parler de ce film-là. L'Arche russe, qui est un film qui a été tourné en une seule prise. Puis oui, c'est quand même très impressionnant parce que c'est du travail de caméraman très très beau, mais en même temps, la mise en scène est beaucoup plus statique que d'une scène comme Le Revenant, qui là est complètement démente, là, avec de l'action qui va dans tous les côtés, mais qu'on est capable de tout comprendre très 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 clairement. Une partie que j'aime beaucoup de cette scène-là, c'est qu'on met toujours le focus sur un personnage qui se ramasse pendant, je sais pas, ça dure pendant peut-être 1 minute. Chaque personnage sur qui on met le focus meurt, puis la personne qui l'a tué, la caméra va dessus, puis là, après ça, ça joue comme un espèce de jeu de chat et puis la souris pendant à peu près 1 minute de ça. Je trouvais ça très 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 bien fait. Puis certainement, là, une scène à voir, là. Puis je pense que cette scène-là, quand j'ai commencé le film puis j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, oh Dieu, je vais probablement avoir un des plus grands films de ma vie si c'est pour regarder dans cette optique-là. Malheureusement, ça change par la suite, mais on va revenir là-dessus plus tard. Deuxième scène que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est celle de l'attaque de l'ours. Cette fameuse scène-là qui est extrêmement... J'ai été très 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 étonné quand je l'ai vu parce que l'ours a l'air presque plus réel qu'un ours véritable. Je pense qu'on n'aurait jamais été capable de faire une véritable scène d'attaque d'ours avec un vrai ours, puis que ça a l'air crédible. Là, l'ours est fait par ordinateur, mais il est tellement réaliste qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment fait par ordinateur? L'attaque de l'ours est une scène qui dure pratiquement 10 minutes. C'est horrible. L'ours l'attaque par 2 fois, et on nous épargne aucun détail sur la violence de l'attaque. Donc on voit toutes les plaies, comment elles se forment, toutes les blessures qu'il lui cause, on les voit toutes, les pires comme les moins pires. Je veux dire, à un moment donné, l'ours lui arrache de la peau de la jugulaire avec une morsure. Il donne des coups de griffe, c'est horrible. Mais en même temps, c'est une scène qui est également filmée d'un seul coup. Un plan séquence d'à peu près 10 minutes. Puis c'est une scène d'action vraiment, vraiment très, très, très impressionnante. Je pense que cette scène-là montre qu'on a vraiment fait des progrès par rapport au CGI pour le rendre de plus en plus réaliste. Puis, bon, c'est une scène qui est dure à voir. J'ai des gens qui sont sortis de la salle après cette attaque-là parce que c'est vrai que c'est extrêmement réaliste puis c'est extrêmement sanglant. Puis je pense que Le Revenant est un film qui n'épargne aucun détail. Les plus violents, vous allez tout voir dans ce film-là. Je veux dire, que ce soit l'affrontement final qui est extrêmement sanglant, que ce soit cette fameuse attaque d'ours-là qui donne vraiment le ton au film. Le Revenant n'est pas un film pour ceux qui ont le cœur léger pour ce genre de truc. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, ça, c'est tous des éléments que j'ai beaucoup aimés du film. Sauf que Le Revenant est un film qui m'a laissé quand même très sceptique. Parce que d'un côté, ce film-là a des qualités qui sont tellement fortes que je peux pas vous dire que c'est un mauvais film. Par contre, je peux vous dire que j'ai pas adoré ce film-là pour plusieurs raisons. Mais c'est un film que j'aimerais ça revoir à un moment donné dans ma vie, mais par contre, c'est un film qui est très 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 difficile. La première chose qu'il faut que je vous parle, puis que peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais selon moi je le crois, et je pense, et puis vous ferez votre propre opinion en voyant le film, je pense pas que la performance de Leonardo DiCaprio est si éclatante que ça, même que je vous dirais que selon moi c'est un des points faibles du film. Et ça vient de la bouche de quelqu'un qui adore Leonardo DiCaprio. Je trouve que c'est un acteur absolument sensationnel qui va dans des rôles pas du tout faciles. Puis c'est vrai que le rôle de Hugh Glass était pas facile du tout parce que c'est un rôle où il ne dit pratiquement rien. Par contre, c'est pas parce qu'on joue un rôle difficile qu'on mérite nécessairement l'Oscar du meilleur acteur puis qu'on fait nécessairement une grande performance. Puis là, ça c'est ça que je pense que parfois les Oscars se mélangent avec ça. Une scène, un rôle difficile ne veut pas dire une grande performance. Puis je pense que dans ce cas-ci, Leonardo DiCaprio ne fait pas du tout une grande performance. Je pense que c'est probablement un des rôles où il est le moins convaincant que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Je sais pas trop quoi vous dire. Il fait toujours des visages un peu fâchés. Je veux dire, je trouvais que sa performance par moment faisait très 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 forcée.
Ça faisait style Castaway, du genre performance qu'on fait pour gagner un Oscar. Euh, Très très, moi, selon moi, c'est une performance très 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 superficielle. J'y croyais pas nécessairement à son personnage, puis je trouve pas qu'il me l'a vendu si bien que ça. Je veux dire, la caméra est toujours en focus sur son visage un peu complètement démoli par tout ce qui lui arrive, mais par exemple, là, on va prendre, selon moi, Tom Hardy, c'était pas Tom Hardy dans ce film-là. C'était un personnage en part entière. Là, j'avais l'impression que c'était Leonardo DiCaprio qui jouait Hugh Glass. J'avais l'impression que c'était Leonardo DiCaprio qui jouait un rôle. Comme ça arrive, j'ai pas toujours eu l'impression dans ça, mais dans ce film-là, je trouvais que oui. Puis la voix qu'il utilise aussi, selon moi, est beaucoup trop dramatique. J'ai l'impression qu'il parle toujours comme si c'était Arnold Schwarzenegger dans un film d'action. Selon moi, donc il m'a pas du tout convaincu. Ensuite de ça, le film est très très long. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui s'en prend au film habituellement par rapport à la longueur. De toute façon, quand je suis au cinéma, j'ai une tendance à trouver toujours que les films sont trop longs parce que mon TDA fait en sorte que j'ai de la difficulté à me concentrer. Sauf qu'ici, je trouve que je vais dire que le film est trop long pour la simple et unique raison que pour l'action véritable qui se passe dans ce film-là, je pense pas que 2h37 était nécessairement justifié et justifiable. Il y a certaines scènes qui durent extrêmement longtemps qui sont extrêmement bonnes, puis il y a certaines scènes qui durent extrêmement longtemps, mais qui sont dans une pure utilisation contemplative des extérieurs et des décors. J'ai dit que les décors étaient magnifiques, par contre, je pense que on les voit dans des scènes qui sont beaucoup beaucoup trop statiques et que ça fait perdre énormément de temps au film, puis ça fait perdre du rythme au film parce que je pense que parfois le film prenait une certaine avance par rapport au rythme, c'était très intéressant, puis parfois on retombe dans une espèce de contemplation des décors et là le rythme se perd et c'est moins intéressant selon moi. Puis je pense que le film aurait pu durer 2 heures. Il aurait été excellent quand même. Je pense qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur certains éléments qui n'étaient pas nécessairement les éléments les plus intéressants du film. Sauf que, d'un autre côté, c'est la vision d'Inarritu, puis je peux pas nécessairement dire que c'était une mauvaise idée de faire ça. Le film est complètement unique par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que, vous avez vu, là, je vous ai conté le scénario. Le début est un peu compliqué pour les twists puis tout ça, mais c'est un scénario qui est ultra simple. Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un ours. Un homme de son expédition tue son fils. Il essaie de retrouver le tueur de son fils. Et c'est simplement ça le film. Là. Il n'y a pas grand chose de plus que ça. Évidemment, il y a la quête pour revenir vers ce personnage-là. Mais c'est un scénario ultra simple. Puis je pense qu'on a compliqué beaucoup, beaucoup un scénario qui était ultra simple. Puis ça me semble que ça me saute aux yeux. L'histoire est très, très, très simple. On aurait pu avoir un film complètement conventionnel à partir de ce scénario-là, mais on en a fait un film d'auteur à part entière. Sauf qu'on a fait un film d'auteur avec un scénario d'un film blockbuster. Donc, j'ai trouvé ça étrange, puis j'aurais aimé peut-être un scénario un petit peu plus étoffé que ça. Je trouvais que c'était extrêmement simple, et puis que ça valait pas toute cette complication qu'on en a fait. C'est idéalement un film qui est extrêmement déprimant, mais ça, je ne vais pas nécessairement considérer ça comme un point négatif, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'à un moment donné, on a le goût que cette quête-là, elle se termine. Est-ce qu'on a le goût que cette quête-là se termine parce que c'est ennuyant? Pas nécessairement, mais parce que le film est tellement drainant émotionnellement, tout va si mal. On a juste le goût que ça finisse. Que quelqu'un meure, n'importe qui, le méchant ou le gentil, mais que quelqu'un meure puis que ça s'arrête. Puis j'imagine que, évidemment, c'est peut-être pas un bon état de pensée pour un film qu'on est sur le point de voir, mais d'un autre côté, je pense que c'était probablement ça le but d'Inarritu, de nous mettre dans cette quête-là, dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là où ce qu'on a goût que ça se termine parce que la quête de Leonardo DiCaprio est tellement demandante, tellement horrible, il a tellement souffert, parce que nous aussi on souffre en même temps, parce qu'on assiste à tout ça, on assiste à toute cette merde, à tous ces horribles événements qu'on voit défiler devant nos yeux puis qui sont montrés de façon très 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 réaliste.
au final, on a le goût que ça se termine. Alors, est-ce que Le Revenant, pour moi, a été un film que j'ai quand même beaucoup apprécié? Même si, je vous ai dit, là, j'ai beaucoup de critiques par rapport à ce film-là. C'est pas un film que je vous dirais c'est un chef-d'œuvre. Selon moi, c'est un film au niveau, probablement, au niveau technique, qui est limite un exemple à suivre. Là. C'est incroyable, la mise en scène qu'il y a là-dedans. Par contre, j'ai l'impression qu'on a été beaucoup dans le style, pas beaucoup dans la substance par rapport au film. Je peux pas vous dire là, c'était quoi le but, c'était quoi le point de ce film-là. Puis je suis capable de vous le dire dans plusieurs autres films. Mais ici, je pense qu'on a vraiment beaucoup compliqué un film qui avait pas besoin d'être si compliqué que ça. Donc au final, je vous le recommande beaucoup. Allez le voir parce que je pense que c'est un film complètement unique, très impressionnant, qui est difficile à voir, mais qui en même temps est intéressant sur beaucoup d'aspects. Donc je vous le recommande. Ensuite de ça, le deuxième film que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est le film Take Me Home Tonight, qui est une comédie qui date de 2011 de Michael Dowsey. J'ai jamais vu aucun autre film de Michael Dowsey, donc je peux pas vous dire si c'est un réalisateur qui est intéressant. L'histoire, en gros, on a le personnage de Matt Franklin, qui est un gradué du MIT. Donc, il gradue du MIT, mais il pense j'ai pas le goût de faire ça de ma vie nécessairement. Donc, il décide de travailler dans un club vidéo. Et là, je vous l'ai pas dit, là, mais c'est le point important du film. On est à la fin des années 80, d'accord? Donc, le film est à cette époque-là. Donc, il travaille dans un club vidéo. Et là, il a une vie un petit peu merdique, là. Donc, il habite chez ses parents, aucun plan de futur. Puis, il rencontre au club vidéo la fille avec qui il était en amour quand il était au secondaire. Donc, il sort du club vidéo, il fait comme s'il travaillait pas là, il change ses vêtements, puis il va la rencontrer. Elle l'invite dans un party, puis lui, il dit qu'il travaille pour une grande firme, qu'il vit une grosse vie de big shot, et tout. Lui puis son ami décident d'y aller jusqu'au bout dans le mensonge. Lui, son ami qui a été renvoyé d'un concessionnaire automobile, décide d'y aller avec lui, de voler une voiture super classe, puis de se rendre jusqu'au party, de faire semblant qu'il en jette complètement. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'avec ses mensonges, il va être capable de charmer la fille qui était en amour au secondaire, jusqu'à temps, évidemment, qu'elle découvre le poteau rose. Et là, je vais arrêter ça là. Parce que je pense que c'est un film qui est tellement simple, et si je vous en dis plus, ça va complètement raconter l'essentiel du film. C'est pas un film que je vais avoir nécessairement beaucoup de choses à vous dire dessus. Néanmoins, c'est un film que j'ai trouvé quand même intéressant. Un film qui est vraiment bien joué par tout le monde. Hein. Il y a Teresa Palmer qui joue l'intérêt affectif du héros, qui selon moi est une splendide actrice, mais qui est toujours très convaincante. Topher Grace est dans le rôle principal, très bon. Dan Fogler, selon moi, est génial dans ce film-là. Tout le monde joue bien. Donc ça, c'est toujours intéressant. Dans des comédies, quand tout le monde joue bien, au moins on peut seulement s'attarder sur les blagues et non pas sur les mauvaises performances des acteurs. Le film se passe dans les années 80. La soundtrack est vraiment splendide. En fait, si vous avez vécu à cette époque-là, vous allez reconnaître tous les succès de cette époque-là. Même moi, là, qui est je suis né en 88 et j'ai reconnu vraiment beaucoup de morceaux. Donc la soundtrack est vraiment bonne. Puis plus le film avance, plus la soundtrack est présente, puis s'accompagne très bien aux scènes qui vont avec le film. Ensuite de ça, il y a pas tant de ça de scènes qui ressortent du lot, mais selon moi, la scène qui ressort le plus est celle avec Dan Fogler, qui en passant est parfait. Moi, Dan Fogler, j'ai jamais vraiment trouvé si bon que ça comme acteur, mais je peux vous dire que dans ce film-là, Dan Fogler, qui joue le rôle du meilleur ami du héros, est vraiment impayable. Il joue le gros taré à la Jack Black à la perfection. Et puis, il est dans la scène la plus mémorable du film, qui est celle où, dans la voiture qu'il vole, il trouve de la cocaïne. Puis c'est ce qui lui permet, là, comme toute la nuit, il en prend, puis ça lui ouvre les portes à plein de situations. Et là, il y a une MILF totale qui l'invite à avoir du sexe avec lui dans une salle de bain.
et ça vire à n'importe quoi. Les deux sont complètement sur la coke. La fille est une vraie nymphomane horrible. Puis elle exige que un de ses amis, qui est un espèce de gros russe dégoûtant, tout habillé en cuir, regarde pendant qu'ils font du sexe. C'est complètement déjanté. T'as l'impression là, que c'est un cauchemar cette scène-là. Ça dure à peu près 5 minutes. Mais c'est véritablement, selon moi, le point fort du film. Puis, un autre élément que je trouve intéressant, ben, c'est le thème en général du film. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est un gars qui a fait ses études puis qui veut pas immédiatement rentrer dans le moule de cette société-là. Il veut pas tout arrêter pour devenir un adulte puis avoir plein d'obligations. Puis il se rend compte que le personnage de Teresa Palmer a exactement la même vision de la vie que lui. Puis c'est ça qui va les rapprocher ensemble. Puis d'un côté, c'est extrêmement clair, c'est très évident, il n'y a aucune subtilité dans ce film-là par rapport au thème. D'un autre côté, c'est un thème qui est très très bien abordé. C'est très 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 léger, mais ça fait étonnamment bien le boulot comme film. Principalement, je dirais, le côté dramatique est très 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 bon. Le côté comédie est tout à fait potable aussi. Mais je vous dirais que, évidemment, il ne faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre d'un film comme Take Me Home Tonight. C'est une comédie qui n'a aucune prétention. Mais je pense que, à partir de ce côté-là, on peut prendre le film comme ce qu'il est, c'est-à-dire une bonne comédie avec un beau message. Ce que j'ai moins aimé, par contre, avec le film, c'est le personnage de Anna Faris, qui est à peu près le troisième personnage principal de l'histoire, qui est la sœur du héros, qui a une espèce d'histoire secondaire où elle veut aller à l'université, mais son chum, lui, a une maison dans une banlieue près d'ici, puis à cause de ça, elle va pas aller à l'université, puis tout le kit. Ça fait un lien avec le thème du film, qui est de vivre ses rêves, puis de prendre son temps avant de s'installer dans la vie. D'un autre côté, ça amène rien du tout. Je veux dire, le personnage d'Anna Faris a aucun intérêt dans le film comparé à celui de Topher Grace, Teresa Palmer, qui est une histoire beaucoup plus intéressante à avoir évolué. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment une perte de temps dans ce film-là, mais je pense que c'est aussi ce qui a fait en sorte que le film dure 1h30, parce que probablement que sans ça, le film aurait duré 1h15 si le personnage d'Anna Faris n'avait pas été là. Mais d'un autre côté, ça a peut-être gagné, parce que le film aurait été plus intéressant. Ensuite de ça, le contexte des années 80, qui est à base clé du thème, mais pourtant je vous parle du film depuis vraiment longtemps, mais je vous ai pas beaucoup parlé de ça, de ce contexte-là. Ben, il est à peine exploré dans le film. Au début, on nous met bien dans cet univers-là, avec le centre d'achat, le magasin de clubs vidéo, avec des VHS et tout ça, une petite soundtrack un peu effacée, les cheveux crêpés des filles, les robes complètement déjantées des années 80. Tout ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants, mais qui sont pas vraiment exploités. Puis à partir du moment, à peu près à partir de la 40e minute, le film aurait pu se passer à n'importe quelle époque. Il n'y a plus aucune différence. Le contexte des années 80 ne sert plus à rien. Je pense que c'est très 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 sous-exploité. Puis je trouve pas que ça amenait tant de choses que ça, à part quelques bonnes musiques dans la soundtrack. Donc de ce côté-là, je trouvais que c'était un petit peu ordinaire d'amener cet élément-là en avant, dans la pub, dans la base du film, mais finalement de ne pas s'en servir. Puis, en gros, Take Me Home Tonight, là, j'avais pas tant de choses que ça à vous dire à sujet de ce film-là. C'est un film qui était très 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 oubliable, mais qui m'a donné, avec qui j'ai passé du très bon temps. Ça a été une comédie que je vous recommande. Pas nécessairement parce que c'est la plus drôle, mais parce que c'est une comédie qui est efficace, puis que c'est un bon film, bien fait en général. Genre de film que je reverrai probablement jamais de ma vie, mais que si on me disait « Ah, t'as-tu vu ce film-là, puis t'as-tu trouvé bon? » Ben je devrais dire « Ah ouais, c'était bien. Rien de plus. » Donc, et ça, c'est le genre de critique que je vais vous donner pour beaucoup de films, probablement, parce que selon moi, il y a beaucoup de films qui sortent nullement du lot, mais qui sont tout à fait acceptables. Take Me Home Tonight en est un exemple parfait. Donc maintenant, on va passer au prochain film, qui est le film About Time, un film de 2013 d'Angleterre de Richard Curtis. Vous connaissez peut-être Richard Curtis parce que c'est lui qui a créé le personnage de Mr. Bean, mais également parce qu'il a fait quelques films très très intéressants comme Love Actually, Pirate Radio, et qui là a fait About Time en 2013, son dernier film. C'est un film que j'avais entendu parler, que j'avais vraiment le goût de voir parce que je savais que c'était Richard Curtis qui l'avait fait.
Mais d'un autre côté, c'était pas un film qui m'intéressait nécessairement par rapport à sa base scénaristique. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc, Tim Lake est un jeune homme de 21 ans qui découvre, grâce à son père, qu'il peut voyager dans le temps. Il peut voyager dans le temps, pas en avant, mais il peut reculer dans le temps à n'importe quel moment qu'il a vécu ou qu'on lui donne une bonne idée de quand est-ce que ça s'est passé puis qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Tim, c'est un petit gars gêné qui a absolument aucune confiance en lui, mais le fait qu'il puisse revenir dans le temps pour régler tous ses problèmes va beaucoup l'aider par sa quête, dans sa quête très très noble de se trouver la femme de sa vie. Et puis, il va la trouver en la présence de la belle Marie qu'il va rencontrer et qu'il va perdre, dont malgré ses tentatives de revenir dans le temps pour régler le problème. Donc, Tim va tout faire pour la retrouver. Il va finir par la retrouver et va revenir dans le temps un nombre incalculable de fois pour s'assurer qu'elle reste avec lui. Et elle va tomber en amour avec lui. À partir de là, il se passe pas tant de choses que ça. Il vit une vie absolument parfaite avec cette femme-là, avec des enfants et tout et tout. Et puis à un moment donné, il se rend compte que à un certain stade de sa vie, retourner dans le temps, quand il va avoir à partir du moment où il y a des enfants, ne pourra plus lui amener la même satisfaction. Et là, je vous expliquerai pas pourquoi. Puis en fait, je vous ai donné un résumé absolument merdique de ce film-là parce que j'ai vraiment pas le goût de trop vous en donner parce que si je vous commence à... C'est un film qui a des bases très 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 larges, mais qui est efficace dans des éléments extrêmement précis. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Puis je suis vraiment pas un amateur tant que ça des comédies romantiques. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Même si un de mes films préférés, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, est une comédie romantique, je trouve qu'en général, les comédies romantiques ont toujours le même moule. Par contre, About Time, selon moi, est une réussite totale. Peut-être pas un grand film, mais c'est un film très 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 bon. Le concept du voyage dans le temps est très 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 exploité. Hein. Puis, je pense qu'on l'a vu souvent dans les comédies romantiques. Sauf que, selon moi, About Time, dans cette optique-là, est définitivement un film fort. Probablement la meilleure comédie romantique avec ce sujet-là, parce que c'est très 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 bien exploité. Et c'est très 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 original la façon que c'est amené. On l'a pas amené comme un drame, on l'a amené comme une comédie dramatique. Puis on utilise le voyage dans le temps à des buts humoristiques. Et ça permet quelques scènes absolument phénoménales. C'est également un film qui est merveilleusement bien joué par tout le monde. Tout le monde est bon dans ce film-là. Le personnage principal est excellent. Le personnage principal, ce rôle-là, lui a vraiment ouvert des portes. Je veux dire, le personnage qui joue dans ce film, qui est Domhnall Gleeson, a joué dans Le Revenant, un rôle très très important. Maintenant, il a joué dans le dernier Star Wars, donc il a joué dans... Je vous ai critiqué 7 films jusqu'à présent, il a joué dans 3 de ces films-là. Donc ça vous dit à quel point il est partout. Et puis le film que je vais vous parler la semaine prochaine, Brooklyn, il joue dans ce film-là aussi. Donc c'est rendu... ce film-là lui a ouvert des portes énormément. Il y a Rachel McAdams qui joue là-dedans, qui est une femme absolument splendide et qui est excellente dans le rôle de la douce et innocente Mary. Et le personnage de la sœur du personnage principal est génial. Le personnage du père, selon moi, est joué par Bill Nighy, le meilleur du film. On a vraiment des personnages qui sont nombreux et super intéressants. C'est très 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 drôle et étonnant comme film. Étonnamment plus qu'un film par exemple comme Take Me Home Tonight. About Time est 100 fois meilleur que Take Me Home Tonight. Mais Take Me Home Tonight est listé comme une comédie pure. Tandis que About Time est considéré comme une comédie, drame, slash, science-fiction, tout le kit. Mais les scènes comiques, qui sont beaucoup plus nombreuses dans About Time, sont beaucoup plus efficaces que dans Take Me Home Tonight. Par exemple, selon moi, une des super bonnes scènes du film, c'est celle où Mary et Tim ont leur première relation sexuelle. Et puis là, c'est super awkward, comme souvent la première fois que c'est avec comment souvent c'est la première fois avec une personne. Donc il décide de remonter dans le temps,
Et puis là, il va beaucoup plus d'assurance, pas mal meilleur, mais là, selon lui, c'est pas encore à son goût. Fait qu'il retourne, et là, il va une troisième fois, et puis là, il est complètement une machine. Il arrache sa brassière comme si de rien n'était, son linge, il la met sur le dos. Et puis là, le sexe fini. Là, elle est enlacée sur lui. Ah, c'était vraiment bon. Ah, c'était vraiment bon, hein. Fait que là, il se lève, il revient dans le temps, puis là, la scène d'après, elle est plus collée sur lui, là, elle est complètement évachée au sol. Elle est complètement morte. Tu dis, ah ouais, hein, est-ce que c'était bon cette fois? Alors, je trouve qu'il utilise vraiment bien le retour dans le temps pour des effets qui sont comiques. Aussi, dans le discours à leur mariage, ils font le discours là, avec le best man, et puis ils décident à 3 reprises de changer de personne pour le discours du best man en revenant dans le temps, puis les 3 discours sont complètement hilarants là, parce que les 3 personnes qu'ils présentent sont des personnages très 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 typés. Un qui est complètement négatif, un qui est super gêné, puis un qui est un accro du sexe complètement, qui ne fait que parler de ça. Ben, ça donne des scènes qui sont très 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 comiques. Vers la fin du film, dans les 40 dernières minutes, le film prend une tournure très 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 dramatique. Mais une tournure dramatique qui est pas trop lourde, mais qui est également extrêmement intéressante. J'ai pas le goût de vous dire c'est quoi. Par contre, vous vous doutez bien que dans les voyages dans le temps, il y a toujours des choses qui compliquent la vie. Et puis, ben évidemment, ça complique la vie du personnage principal. Et selon moi, ça ajoute une valeur ajoutée à ce film-là, parce qu'on peut pas avoir ce pouvoir-là puis avoir aucun compte à rendre. Puis je trouve que le film nous l'amène bien de très très belle façon, avec rien d'apocalyptique, là, mais seulement des choses par rapport à la vie du personnage principal. C'est un film qui est extrêmement touchant. Si on compare avec les restes de la filmographie de Richard Curtis, c'est certainement son film le plus ambitieux. Love Actually, qui était beaucoup plus facile d'approche, et qui, selon moi, demeure un film très 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 bon, a pas l'ambition de About Time, qui est un film avec un scénario assez complexe, mais aussi avec une certaine rigueur scénaristique. On a vraiment l'impression d'écouter un film d'auteur. Donc, on a un très 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 bon film que je vous recommande absolument. Si j'avais à mettre des critiques, puis j'en ai pas beaucoup, même si, selon moi, là, honnêtement, là, au niveau des qualités générales du film, c'est un film qui est moins bon qu'un film comme Le Revenant. Mais c'est un film que ça me dérangerait pas d'écouter le mois prochain, About Time, mais que j'ai pas le goût d'écouter Le Revenant le mois prochain parce que je sais déjà que je vais être complètement amené dans un univers négatif. C'est tout le contraire avec About Time, qui est un film très 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 cute, très sirupeux, peut-être un peu trop par moment. On a l'impression que les personnages vivent jamais vraiment de problème dans ce film-là, mais en même temps, je trouve que c'est ça l'intérêt, c'est c'est un film qui est super joyeux, super positif. Selon moi, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc, je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas vu ça, si vous cherchez un film à voir avec votre blonde, selon moi, About Time est un excellent candidat. Et on va terminer avec un film, et là, je vous en parlerai pas durant si longtemps que ça, étant donné que c'est pas un grand film. C'est un film que vous ne retrouverez probablement même pas en DVD. Le film s'appelle Expect No Mercy, film de 1995 qui met en scène Billy Blanks. Et là, je vais juste vérifier. Donc, si vous cherchez ce film-là, je vais juste faire une recherche vite faite, vous pouvez trouver Expect No Mercy sur YouTube et l'écouter. Je vais vous raconter vite fait, rapido presto, ce film-là. Un agent double meurt dans une académie d'arts martiaux. Et non, écoutez, je suis déjà perdu là. C'est une académie d'arts martiaux virtuels, okay? Ce qui est complètement débile à la base. Mais un agent infiltré dans ça meurt. Et puis Eric, qui est joué par Billy Blanks, décide d'aller investiguer dans cette académie-là pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Puis il se rend compte que c'est mené par un espèce de leader qui s'appelle Warbeck, qui mène ça comme une espèce de secte et qui veut utiliser l'académie virtuelle pour créer des machines à tuer parfaites. En gros, c'est ça. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film-là. Si vous êtes un amateur de ce genre de film-là, parce que moi, j'adore les films de série B de ce genre-là, qui sont un petit peu merdiques sur les bords, un peu nanars.
Ben, Expect No Mercy, selon moi, va vous divertir en général. J'ai pas tant de positif que vous dire à ça. C'est certainement le pire film que je vais vous critiquer depuis qu'on a commencé à en faire. Dans les 8 films que je vous ai critiqués, c'est celui que je vous recommanderais le moins. Mais si vous aimez ce genre de film-là, les espèces de films de série B un peu dépassés, un peu cons, ben Expect No Mercy va rentrer dans cette catégorie-là. Il y a des scènes d'action très 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 nombreuses. Puis selon moi, c'est les seuls points positifs. Puis malgré tout ça, il y a mon gros point négatif est par rapport aux scènes d'action, mais je vais en revenir plus tard. On a dans une scène, on a une scène de fusillade qui dure à peu près 10 à 12 minutes, qui selon moi est le plus gros highlight du film. C'est une scène qui est très 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 bien montée, qui se passe un chalet qui se fait attaquer avec Billy Blanks, puis son personnage de son acolyte, puis une fille. Et puis ils combattent une bande de mercenaires qui l'attaquent. Donc il y a une scène d'action là-dedans qui est très 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 bonne. Puis il y a également beaucoup de scènes de combat à main nue qui sont correctes. Et ce sont les scènes qui se passent dans le monde réel. Ces scènes-là sont correctes. Il y a même une scène entre Billy Blanks et son frère qui dure une éternité de temps, qui est pas si bonne que ça, mais qui est quand même légèrement divertissante. Donc ces scènes-là, les scènes de combat, si vous y allez pour ça, si c'est ce que vous cherchez dans le film Expect No Mercy, vous allez être relativement divertis selon moi. Par contre, quand on rentre dans les scènes de combat virtuels, c'est absolument dégueulasse. La façon que c'est filmé, évidemment, tout le background est complètement flou, hein, comme c'était le cas dans les années 90, là. Tout le monde capotait sur la réalité virtuelle. On pensait que ça allait complètement révolutionner notre société. On se rend compte qu'il va falloir attendre jusqu'en 2016 avec le Oculus Rift, probablement, pour que cette chose-là change. Mais on pensait vraiment que c'était de shit, la réalité virtuelle. Finalement, mais ça a extrêmement mal vieilli l'idée qu'on se faisait de la réalité virtuelle. Donc, deux personnages se retrouvent face à face un l'autre dans un environnement flou qui est évidemment le monde virtuel, parce que le monde virtuel est complètement flou. Et puis ils sont tous les deux personnages entourés d'une espèce d'halo jaune pour montrer que oui, ils sont dans des mondes virtuels. Et l'action se limite souvent à un seul coup donné et un personnage qui en donne beaucoup trop pour tomber sur le dos. Et ça, il y en a beaucoup de ces scènes-là. Et c'est absolument merdique, c'est dégoûtant de la façon qu'ils ont monté ça. C'est très 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 laid. Puis c'est très ringard. Là. Puis j'ai l'impression, la certitude que ces personnes-là, quand ils ont fait ces scènes-là, étaient dit waouh, on fait des scènes de réalité virtuelle, c'est complètement incroyable. Finalement, c'est dégueulasse. C'est des scènes qui sont épouvantables et puis qui plombent le film. Selon moi, c'est ça qui donne tout le ridicule à ce film-là. Il faut également dire que c'est un film qui est horriblement monté. Les seules scènes que j'ai trouvées bien montées dans ce film-là sont celles de l'attaque au chalet, dans un petit chalet. Celle que je vous ai dit qui est selon moi la meilleure scène du film. Mais à part de ça, là, les combats sont montés de façon incompréhensible. Par exemple, le personnage va donner des coups, on va couper, mais il va être dans l'autre sens que celui qui a donné son coup. C'est très 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 dur à suivre. Puis par exemple, je me rappelle à un moment donné, il saute d'un immeuble pour atterrir. La façon qu'ils atterrissent, on dirait qu'ils ont sauté de 1 mètre dans les airs. Pour vrai. Mais ils viennent de sauter de, je sais pas, d'à peu près 10 mètres. Là. C'est complètement dégoûtant la façon que c'est monté. Puis on a un combat final qui est vraiment, vraiment idiot là, entre le personnage de Billy Blanks et le fameux Warbeck, avec évidemment beaucoup de chandails arrachés pour montrer tous les corps parfaits des personnages principaux. Mais un combat tout à fait oubliable, tout à fait ridicule. Et évidemment, dans un film comme ça, tous les acteurs sont mauvais, sans aucune exception. C'était, oui, absolument ridicule. Les performances. Billy Blanks n'a jamais été un bon acteur en partant, mais il montre ici qu'il est très 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 limité. Au final, si vous voulez bien vous marrer, je vous recommande Expect No Mercy. Comme je vous l'ai dit, moi je critique les films dont j'ai le goût de vous parler. Puis j'avais le goût de vous parler de ce film-là, parce que c'est un film que j'ai presque le goût de revoir maintenant que je vous en ai parlé, tellement c'est un film débile. Et puis, il y en a tellement des films comme ça qui sont un petit peu obscurs, égarés, que c'est toujours intéressant d'en ramener un sous la loupe. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des nouvelles dans l'actualité du cinéma. Je vous en ai gardé une coupe. Donc, amateur des Power Rangers, je sais pas si vous avez été, moi je l'ai quand même été un certain fan quand j'étais jeune. On a appris que le personnage de Rita Repulsa, qui était un des méchants principaux
dans la première série des Power Rangers allait revenir pour le film des Power Rangers qui s'annonce honnêtement comme un projet plutôt intéressant. Le personnage de Rita Repulsa là, était de loin le plus énervant de la série, mais en même temps, je pense que c'est une excellente idée de le ramener. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, le personnage, c'est une espèce de sorcière dégoûtante qui riait tout le temps, qui faisait chier tout le monde, mais en même temps, c'est un personnage qui était rigolo, était complètement over the top. Puis selon moi, c'est une très très bonne idée de le ramener dans le film parce que ça montre le respect du matériel d'origine. Parce que les Power Rangers, là, des moutures, il y en a eu à peu près 40 000 en ce moment. Je vous dis, là, il y en a avec des dinosaures. Sur Netflix, si vous regardez ça, là, il y a à peu près 40 séries des Power Rangers. Ils ont tous l'air plus minables les unes que les autres. Mais là, on ramène un personnage qui provient du premier film et qui va être joué par Elizabeth Banks, qui est une excellente actrice. Selon moi, elle est faite sur mesure pour pour un rôle comme ça. Elle peut jouer gros, mais en même temps, elle peut jouer bien. Elle peut porter des costumes extravagants et être convaincante, comme elle l'a montré dans Hunger Games. Donc, selon moi, c'est une excellente nouvelle. Puis, selon moi, c'est un élément qui fait que j'ai de plus en plus le goût de voir ce film-là des Power Rangers, beaucoup plus que, par exemple, un Transformers ou une suite des Tortues Ninja. Donc, selon moi, des bonnes nouvelles, et puis j'ai bien hâte de voir ce film-là. Ensuite de ça, on a eu Bryan Singer Bryan Singer qui est le réalisateur du dernier film de X-Men, Days of Future Past, et qui a également été réalisateur des 2 premiers films de X-Men, qui disait dans une entrevue qu'il ne pense pas qu'il y aura une autre personne quand Hugh Jackman va complètement délaisser le rôle de Wolverine, il ne pense pas qu'il y aura une autre personne qui va pouvoir jouer le rôle de Wolverine. Ce qui veut dire que le personnage de Wolverine serait complètement laissé aux oubliettes si Hugh Jackman ne voulait pas revenir pour le jouer. Selon moi, c'est une excellente nouvelle. Et pas parce que je trouve que Hugh Jackman n'est pas bon en tant que Wolverine. Selon moi, Hugh Jackman est parfait en Wolverine. Il est le meilleur acteur qu'on aurait jamais pu trouver pour le jouer. Il avait le physique. C'est un bon acteur pour le jouer. Il était extrêmement bon. Puis il a été la figure de proue de tous les films de X-Men en général depuis au-dessus de 10 ans. On pourrait pas... De toute façon, comment qu'on pourrait remplacer Hugh Jackman? Tu peux pas prendre n'importe quel acteur puis le mettre dans les bottes de Wolverine, parce que chaque fois qu'on va le changer ou que la personne qui va avoir le malheur de prendre ce rôle-là, on va obligatoirement le comparer à Hugh Jackman qui a été vraiment, vraiment, vraiment meilleur. On se disait un peu la même chose avec Heath Ledger pour le Joker. Sauf que depuis des années, on dit que Jared Leto devrait être la personne qui joue le rôle du Joker, puis là, on se rend compte que avec le trailer du Suicide Squad, que probablement que Heath Ledger va être remémoré comme un très très grand Joker, mais que probablement Jared Leto va l'amener où est-ce qu'on voulait amener le personnage. C'est-à-dire un personnage qui est très 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 près de celui de la BD. Mais c'était la même chose avec Hugh Jackman, il était tellement près de la BD que je vois pas personne d'autre le remplacer. De toute façon, je trouve aussi qu'on a mis extrêmement d'emphase sur le personnage de Wolverine dans les films de X-Men. Ce serait bien qu'à un moment donné, on passe à autre chose, qu'on mette le focus sur un autre personnage. Et que si on voulait vraiment, vraiment ramener un Wolverine plus tard, je pense qu'on pourrait... Là, ça va être le moment geek de la chronique. C'est qu'on peut repasser par le personnage de X-23, qui est dans les bandes dessinées, qui est un personnage féminin, qui avait tous les attributs de Wolverine. Donc... si Hugh Jackman ne veut pas jouer dans le prochain X-Men, dans un X-Men futur, ben il n'y en aura plus de Wolverine. Et selon moi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ensuite de ça, Alien Covenant, qui est un prequel du premier Alien, mais qui se passe après le film Prometheus, sera sans Noomi Rapace, qui était le personnage principal de Prometheus. C'est une nouvelle qui est intéressante parce qu'elle permet de d'en savoir beaucoup plus sur le scénario. Donc, comme je vous l'ai dit, Alien Covenant va être avant le tout premier Alien, mais va se suivre beaucoup de temps après Prometheus. Donc, considérant le timeline du film, le personnage de Noomi Rapace serait mort. Donc, il n'y aurait absolument aucune raison qu'elle revienne dans le film, même si c'est un petit peu dommage qu'elle ne revienne pas. Par contre,
aucune note sur le fait que le personnage de David, le cyborg joué par... voyons, c'est quoi son nom? Je ne m'en rappelle plus. Michael Fassbender. Que le personnage de David, qui lui aussi a survécu au film Prometheus, revienne, puisque c'est un androïde. Donc, probablement que le personnage de David pourrait être là. Ça va être Ridley Scott qui va être aux commandes de Alien Covenant. Une très très bonne nouvelle, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Prometheus. Et puis, le film Le Martien, que j'ai vu récemment, montre que Ridley Scott est encore capable de faire des bons films. Donc, Alien Covenant, sur lequel on ne sait pas vraiment plus de choses, mais on sait que Noomi Rapace ne sera pas dans le rôle principal. Voilà. Ensuite de ça, dernière nouvelle, le film, on a appris, Mark Ruffalo a dit dans une entrevue que le Hulk aura son propre film dans un avenir pas si lointain. Donc, on s'est essayé 2 fois avec des films avec Hulk. Une fois avec le film Hulk de Ang Lee, qui a été un succès commercial merdique, ainsi que critique, qui est pourtant un de mes films de super-héros préférés. Et on a eu l'Incredible Hulk, mettant en vedette Edward Norton, qui a été un gros succès, mais qui en même temps a pas été un si bon film que ça, à mon avis. Donc on a vraiment eu les deux côtés de la médaille. Et là, on dit qu'on va avoir un film standalone de Hulk dans un certain futur. Selon moi, je suis très mitigé par rapport à cette nouvelle-là. D'abord parce que j'ai toujours trouvé que le Hulk était un personnage qui était beaucoup plus intéressant dans le groupe des Avengers que seul. Parce que ce qui est intéressant avec Hulk, c'est de voir ses interactions avec les autres, que ce soit les gentils ou les méchants. Quand Hulk est tout seul, c'est pas très 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 intéressant. Puis quand Hulk est le seul personnage sur lequel on met de l'emphase, c'est pas nécessairement si intéressant que ça non plus, parce que Hulk est un personnage qui est tellement fort, qui est tellement invulnérable, que rapidement on s'en sent un petit peu lassé. Puis c'est difficile de rendre intéressant quelqu'un qui est vraiment invincible pendant 90 minutes. C'est sûr qu'on va lui trouver des faiblesses, mais au final, on sait que Hulk va complètement tout détruire et va l'emporter. Je pense qu'on peut être surpris, par contre. Marvel a le don de me surprendre quand je m'y attends le moins dans ces genres de films-là, comme ça a été le cas avec les Gardiens de la Galaxie, comme ça a été le cas avec Ant-Man, sur qui j'avais aucune attente. Mais malgré tout, j'ai quand même certaines inquiétudes. Alors voilà, Hulk aura son propre film dans un futur rapproché. Trailer de la semaine, maintenant le film Angry Bird. Pour vrai, moi, Angry Bird, j'ai joué, je suis pourri à ce jeu-là, mais je m'étais dit intéressant. Ils vont faire un film avec ça, ça va probablement juste être un cash grab horrible, absolument pas drôle. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que je me suis très très bien amusé avec ce trailer-là, qui m'a convaincu que j'avais le goût, je pense, de voir le film. On a un film qui est très très très... un trailer qui était super amusant, très irrévérencieux. Là. L'humour est assez mature. Je sais pas à quel point c'est un film qui va être fait pour les enfants. Mais il y a eu, dans le trailer, il y a eu beaucoup de violence. Le personnage de Red, qui est le oiseau rouge dans le jeu, est un personnage que tout le monde déteste un peu, que tout le monde se moque, puis il est devenu super acerbe, super négatif, super violent. Et qui devient, avec les cochons qui rentrent dans l'île, il devient la seule personne capable de les aider. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blagues qui étaient intéressantes. J'aimais le style de la bande-annonce. Je sais que, selon la bande-annonce, on a montré évidemment un moment où un oiseau était sur un élastique et était tiré, comme dans le jeu. Mais ça a été un très petit moment du trailer. Donc je me dis, intéressant, on va peut-être pas jouer dans la surenchère du côté de ce film-là. Et on se réserve à la fin du film une blague absolument géniale, une scène qui dure à peu près 30 secondes avec un aigle et de l'urine. Et ça, vous devez voir le trailer. Je ne vais pas vous la spoiler, mais c'était une scène vraiment, vraiment très, très drôle. Et qui a valu la bande-annonce au complet, puis qui m'a vraiment convaincu que j'avais le goût de voir le film. Donc, voilà pour cette bande-annonce qui était, selon moi, très, très, très réussie. Et qui annonce la fin de ce podcast. Que dire? Ça a été, selon moi, des films qui étaient beaucoup plus légers cette semaine qu'on a vu. Des films peut-être beaucoup moins aussi inoubliables, mais en même temps, selon moi, c'est important qu'on parle du Revenant, qui était vraiment un film très fort en ce moment.
attendez un peu, la semaine prochaine, pour le prochain podcast, ce sera pas nécessairement une grande nouveauté, mais c'est un film qui est en nomination aux Oscars et que je vais aller voir au cinéma cette semaine. C'est le film Brooklyn que je vais vous critiquer en vedette, en primeur. Et puis, je vais également vous parler du film Awaken, qui est un film de 2015, un film du type aventure, un peu action, qui est un film que j'ai vu sur Netflix et dont je vais absolument vous parler, et pas en bien, je vous le dis tout de suite. Donc, en attendant,